Il est l'heure, on va commencer. Bonjour, merci d'être là pour l'un des derniers talks de cette journée. Je vais commencer par vous raconter une histoire pour introduire le sujet. Alors bien évidemment, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite. Alors je vais vous raconter l'histoire de Jacques. Jacques est lead dev, développeur expérimenté dans une équipe. Tout se passe plutôt pas mal, il est reconnu. Il fait le support technique, il encadre des développeurs, il revoit les merge requests, il fait les choix techniques. À un moment donné, Jacques se voit confier par son manager l'accueil, l'onboarding et le mentorat des jeunes développeurs. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Arrive le jour fatidique. Jacques accueille les différentes personnes, leur montre l'IDE, l'ordinateur, les guides, les standards, quelques normes, quelques pages GitLab, etc. Bon, le problème, c'est qu'il faisait ça en plus des tâches qu'il faisait à côté, hein, donc c'était un peu compliqué. Et au bout de quelques jours, après avoir montré le code, comment ça se passait, il demande aux développeurs de travailler sur des bugs, de travailler sur des nouvelles features. Alors d'après vous, comment ça s'est passé? Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu quelques allers-retours dans les merge requests, les pull requests, mais globalement, le niveau de qualité, il était attendu, ce qui était attendu, pardon, ou alors, c'était pas du tout ça. C'est que Jacques n'attendait pas du tout ce niveau-là et qui répondait pas du tout à son niveau d'exigence. Alors, levez la main qui pense que ça s'est très bien passé. Qui pense que non, ça ne s'est pas bien passé du tout. On est bien d'accord. Je vous dirais que c'est normal. C'est normal. Alors ça, c'était la tête de Jacques quand il a reçu les merge requests, donc il était un peu stressé, clairement. Alors, pourquoi il y a eu ce décalage? Déjà, il faut se remettre quand on est un peu vieux développeur, il faut se remettre quelques années en arrière. Quand on sort de l'université, quand on sort de l'école, quand on est en reconversion, ce qu'on nous demande en termes de code ne correspond pas aux attentes des entreprises. Clairement. Que ce soit au niveau des tests, que ce soit au niveau des logs, etc. Et maintenant, si on se met dans la position de Jacques, peut-être que Jacques, lui, il y avait des choses pour lui, c'était implicite. Faire des logs, faire des tests, le TDD, c'est implicite pour lui. Il n'avait pas forcément cru que c'était nécessaire de le dire, faut faire ça. Donc en résumé, qu'est-ce qui s'est passé? Le code n'était pas clair, pas du tout. Les logs n'étaient pas correctement écrits. Il y a quelque chose que les gens qu'on apprend en entreprise, c'est que le code est écrit une fois, il est lu des dizaines de fois. Ça, c'est des choses que les personnes n'avaient pas digérées, n'avaient pas compris au préalable. Bon, je ne vous parle pas de la gestion des erreurs, la gestion des tests. En résumé, le code n'était pas prêt pour aller en production. Alors après cette introduction, moi je vais me présenter. Je m'appelle Alexandre Touré, je suis architecte logiciel au couteau suisse, on va dire à Worldline. Qui ne connaît pas Worldline dans la salle? Pour le reste, peut-être que vous m'avez déjà vu dans la conf. Non, en résumé, Worldline, on est numéro 1 du paiement. Quand vous faites un paiement en ligne chez un commerçant, vous passez par chez nous. Et moi, à côté de ça, je travaille dans le monde du transport. Alors, petite précaution d'usage. Il y a des choses que je vais dire dans cette présentation qui sont basées sur mon expérience. Là, on va toucher un peu à l'humain. Alors, peut-être que vous, en fonction de votre caractère, en fonction de votre entreprise, de ce que vous faites, vous n'allez pas forcément pouvoir l'appliquer. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Et je dirais que c'est presque normal. Donc, n'hésitez pas à discuter après avec moi à la fin de la présentation. Alors maintenant, on va aborder les premières difficultés que vous allez faire face quand vous allez intégrer des nouvelles personnes et des jeunes développeurs. Déjà, il faut se dire un truc, c'est un peu le jour de la marmotte. La population IT, parce qu'on est au-delà des développeurs, elle se renouvelle sans cesse. Chaque année, il y a des nouveaux arrivants. Il va être indispensable de revoir, évangéliser les basiques. Quand je dis les basiques, c'est écrire des logs, gérer des erreurs, gérer des tests. Ça, c'est important à faire. Un conseil, documentez-le, parce que sinon, vous allez devoir le répéter chaque année. Ensuite, autre difficulté, c'est que la période d'adaptation et les premières semaines que vous allez intégrer des personnes vont être les plus importantes. Ce sont elles qui vont donner le tempo et le là de toute l'intégration, de tout le parcours de la personne dans l'entreprise et dans vos équipes. Donc c'est très important de les optimiser. Et quelque chose qu'il faut se dire, c'est que même si on est expérimenté, une phase d'adaptation est nécessaire. Un exemple, moi j'ai intégré Worldline il y a 6 ans. Malgré la seniorité, on va dire, pour pas dire j'étais vieux, j'ai dû m'adapter. J'ai eu une phase d'adaptation. Elle était minime, mais j'en ai eu une quand même. Alors imaginez pour des jeunes ou des personnes moins expérimentées.
Alors une autre difficulté que vous allez faire face, c'est de trouver la bonne posture, le savoir-être. En fonction de votre caractère, des fois, ça va être compliqué d'avoir la posture du référent. Là, on revient sur le warning que j'ai dit tout à l'heure. Un conseil, ne vous comportez pas comme le sergent instructeur dans Full Metal Jacket. Ça ne va pas marcher du tout. Mais c'est important d'avoir la bonne posture. Pourquoi? Parce que les personnes en face vont se sentir en sécurité. La sécurité, ça va leur permettre de dire « je ne sais pas faire, peux-tu m'aider ?» Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'elles vont pas être bloquées et elles vont pouvoir progresser beaucoup plus rapidement. Tout ça pour dire qu'il est important de se mettre à la place de votre interlocuteur. Si vous êtes en face d'un alternant, si vous êtes en face de stagiaires, ils changent de galaxie. Hein. C'est plus du tout la même chose. On est dans un tout nouveau monde. Et enfin, dernière difficulté que vous allez devoir faire face, et non des moindres, c'est le temps. Il faut intégrer du temps dans son agenda. Et ça, c'est très compliqué. Et je sais de quoi je parle là-dessus. Il ne faut pas hésiter à sanctuariser des daily meetings. Moi, par exemple, j'ai fait un peu la politique de la terre brûlée. Quand j'ai accueilli des alternants, je bloquais un créneau de 9h à 9h30, quand la personne était là. Au moins, la personne, l'alternante, n'était pas bloquée plus d'une journée, au maximum. Ensuite, il ne faut pas hésiter aussi à faire du pair programming. Là, je vais aborder ce point-là un peu après, mais les personnes vont énormément apprendre pendant les sessions de pair programming. Elles vont pouvoir vous observer et travailler avec vous. Ça va être une source d'information immense. Maintenant, on arrive à comment apprendre à développer. Alors, moi, je vous conseille d'avoir une démarche empirique. Démarche empirique, ça va vous permettre permettre à la personne de s'inscrire dans un projet, d'avoir un fil rouge. Si vous êtes stagiaire, que des micro-tâches, ça ne va pas inciter les personnes à se motiver. Pour se motiver, avoir un fil rouge, c'est très important. Un exemple, moi j'ai eu une alternante et on lui a dit, bah voilà, tu vas travailler pendant 2 ans sur l'outillage, sur Keycloak. Ça a permis déjà de s'inscrire. Elle a fait des bâches, elle a fait des programmes Java, elle a fait des pages web, mais il y avait quand même quelque chose. Ça lui permettait de s'impliquer, ça lui permettait d'apprendre des choses. Parce qu'elle savait pourquoi elle faisait ça. Ça n'empêche pas aussi de faire de la théorie. Parce que si vous faites de l'empirique, si vous travaillez sur des choses concrètes, vous vous dire, ok, j'ai besoin de travailler telle notion, telle API, je sais pourquoi je le fais. Et ça va vraiment motiver les personnes. Alors, je parlais d'empirique, mais il y a des bouquins très intéressants. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de donner presque systématiquement aux jeunes développeurs, c'est de lire King Code. L'avantage de ce livre, c'est qu'il peut se lire en diagonale. Vous pouvez lire un chapitre, indépendamment des autres. Et pour aider en fait à la compréhension des différentes notions, j'ai réalisé un workshop. Donc il est disponible sur mon GitHub, n'hésitez pas. Ça permet d'illustrer tous les chapitres de ce bouquin. Enfin, j'ai pas fait tous les chapitres, j'ai fait ceux qui me paraissaient plus importants. Et ça va apprendre aux personnes à nommer des variables, nommer des méthodes, faire des tests. C'est vraiment la base. Alors, j'en arrive au workshop. Il ne faut pas hésiter à donner et à créer des workshops. Donc ça peut être en autonomie, ça peut se faire en autonomie, c'est vraiment simple. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir un retour sur investissement important, il va falloir les faire en pair programming. C'est indispensable, à mon avis. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux personnes de s'améliorer. Et en live. Un exemple, si vous avez un développeur peu expérimenté qui veut faire la moyenne d'une liste, comme on voit ici, au début, il va faire ça, à gauche. Ça fonctionne. Maintenant, vous allez peut-être pouvoir l'inciter à dire « Est-ce que tu connais les streams? Tiens, ça pourrait être intéressant que tu te formes sur cette API-là. » Tout ça pour dire que on apprend en observant et en imitant. L'être humain est comme ça. Et sauf erreur du contraire, les développeurs ne font pas exception. Le fait de vous observer en train de débugger, en train de rechercher, en train de dire « Tiens, j'ai vu quelque chose sur ChatGPT, sur Stack Overflow qui m'a donné une solution. Je vais quand même vérifier dans la documentation officielle que ça se passe bien, que c'est vraiment ça. » C'est des choses qu'on va pouvoir apprendre en observant. On n'apprend pas dans les livres, en fait, ça. Et si vous voulez vraiment avoir un retour sur investissement et que les personnes puissent progresser dans vos équipes, c'est important qu'elles puissent vous observer en tant que référent et en tant que développeur expérimenté. Une autre manière aussi
d'aider les personnes à progresser, notamment les jeunes développeurs. C'est au travers des merge requests, au travers des revues de code. Je pense que maintenant, c'est connu que les revues de code ne sont pas faites que pour taper sur les doigts des développeurs, mais elles sont aussi faites pour aider à progresser. Et là, pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est un peu plus détailler vos remarques, mettre des liens vers des docs, mettre des liens vers des vidéos, faire des articles de blog, pour que justement que les personnes puissent apprendre, tout simplement, et de manière concrète. Vous pouvez utiliser certains outils, tels que SonarQube, tels que IntelliJ. Il y a des analyseurs de code statique qui fonctionnent très bien. Moi, personnellement, je les utilise. Ça me permet d'apprendre des choses. Il faut inciter les personnes à les utiliser. Maintenant, que serait une conférence sans parler d'IA générative? Donc à Worldline, on a pas mal de personnes qui utilisent GitHub Copilot. On a des bons retours dans différents pays. Moi, je n'ai pas pu l'expérimenter dans le mentorat de jeunes développeurs, tout en été. Par contre, les retours que j'ai eus sont assez intéressants. C'est que ça ne va pas vous permettre d'être le meilleur développeur du monde et de faire le meilleur code du monde. Ça vous permet de faire un code correct, moyen sans être péjoratif. Et ça va être un accélérateur pour moi, pour les jeunes développeurs, pour les personnes moins expérimentées. Et ça, c'est intéressant. Et ça vient en plus du pair programming, ça vient en plus des workshops. Ça ne va pas remplacer, hein, clairement, mais c'est un accélérateur. Et enfin, bon, je pense que vous serez d'accord avec moi, la veille technologique, c'est quelque chose de très important. De toute façon, si vous venez dans des conférences technologiques telles que Riviera Dev, je pense que c'est le cas, mais il faut donner l'opportunité aux personnes de le faire. En toute honnêteté, je vois beaucoup de personnes qui n'en font pas, même des personnes expérimentées, parce qu'eux, ils ne sont pas intéressés, parce qu'ils sont dans le quotidien, etc. Maintenant, il faut inciter les personnes qui rentrent dans notre industrie à faire de la veille technologique, parce que ça leur permettra de s'améliorer au fil du temps. Et donc, il y a plein de choses pour ça. Il y a des vidéos, il y a des articles, vous trouverez pléthore d'informations. Vous pouvez même inciter les personnes à faire des conférences, si le prix est possible, si c'est possible dans vos organisations. Et ce que j'ai pu faire, par exemple, avec des alternants, c'est, je leur dis, gardez-vous du temps chaque jour pour faire de la veille. Mais j'ai orienté cette veille. C'est-à-dire qu'on savait qu'on devait travailler sur du Java, on savait qu'on devait travailler sur du Keycloak. Donc j'ai dit, voilà, regarde telle vidéo, ça te permettra de progresser, ça te permettra d'apprendre sur ce point-là. Alors maintenant, l'onboarding, comment on fait pour accueillir différentes personnes et optimiser ça? Alors déjà, ça se fait avant. Ça se travaille avant. Il faut avoir un parcours d'intégration. Worldline, on a des exemples sur certaines équipes qui ont travaillé l'intégration dans une équipe. La première merge request, comment on l'a fait, avec tous les standards, tous les patterns utilisés, les langages, etc., etc. Il faut aussi formaliser vos exigences. Quand vous codez dans vos projets, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut coder en Java, il faut faire des tests unitaires, il faut utiliser tel ou tel pattern, etc. Et quand je dis formaliser, c'est qu'il faut que ça soit écrit. Il ne doit rien d'avoir d'implicite. Donc pour ça, il faut le documenter. Alors il y a plein de choses, je ne vais pas le faire ici. Vous avez, vous avez des markdowns, vous avez des conférences, vous avez tout ce que vous voulez. Quelque chose que vous pouvez faire, c'est dans vos merge requests, vous pouvez faire une definition of done. Moi, c'est ce que j'ai fait dans les merge requests, il y avait un template. Chaque merge request, il y avait une checklist de choses à faire. Bon, ça faisait le pense-bête, hein, ça évitait de louper des trucs. Alors, ça va très sonner RH, mais quand vous allez intégrer des jeunes développeurs, il va être important de cartographier, mesurer les compétences. Maintenant, vous n'êtes pas dans une conférence RH, je vous rassure, mais c'est important de savoir que quand vous travaillez sur certains projets, qu'est-ce qui est nécessaire? C'est-à-dire que, OK, j'ai un projet, je vais devoir faire du Java, je vais devoir faire du Bash, je vais faire du JS, je vais devoir faire du SQL, etc. Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui est facultatif qu'on peut apprendre? Ça, c'est des choses que vous devez faire avant. Mais le plus important, c'est les évaluer régulièrement avec les développeurs. Parce que là, on va revenir sur l'attitude. Vous devez être en confiance avec eux, de dire, OK, t'en es où dans tes compétences en Java? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire des sessions de pair programming pour que tu t'améliores sur tel ou tel point? Mais il faut le faire vraiment de manière itérative et régulièrement pour avoir des retours. Pourquoi? Pour qu'ils puissent s'améliorer tout simplement. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour une alternante. Ça peut être très compliqué, mais j'ai mesuré toute la progression au fur et à mesure de son alternance. Alors on a mesuré ce qu'elle pouvait acquérir à l'université, on a mesuré aussi ce qu'elle pouvait acquérir dans l'entreprise. Alors on faisait ça par trimestre.
Bien évidemment, pour toutes les compétences dans l'université, les notes, les carrés, je me basais sur les notes qu'elle avait. Ce n'était pas une experte mondiale de OpenSSH ni de Puppet, mais bon, elle avait des super notes. Donc forcément, je ne pouvais pas mettre qu'elle avait juste la moyenne. Pour les notes, pour les compétences en entreprise, telles que Docker Compose, j'étais un peu plus exigeant. Alors pourquoi faire ce genre de progression? Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que on n'apprend jamais de manière linéaire. Que ce soit en informatique, que ce soit en musique, en sport, vous avez toujours une courbe très importante au début, vous êtes euphorique, vous apprenez, et à un moment donné, vous êtes sur un palier. Et là, vous êtes dans le dur. Et là, vous avez tendance à vous décourager. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez regarder dans le rétroviseur, vous pouvez regarder toutes les compétences que vous avez pu acquérir, et vous dire, OK, ouais, ça va pas, je suis dans le dur, mais quand je regarde, ah oui, j'ai quand même appris beaucoup de choses l'année précédente. Donc on peut se motiver et on peut déjà éviter la démotivation, tout simplement. Tout ça pour dire que n'hésitez pas à travailler de manière progressive avec les personnes, avec les développeurs. Commencez peut-être avec des actions très simples, voire simplistes, pour vous. Mais n'hésitez pas à progresser très rapidement, si c'est possible. La plus grande difficulté que vous allez avoir, c'est de bien juger cette progression. Vous allez demander, vous sentez que le développeur, la développeuse est confiante, qu'elle travaille bien, tac tac, on va mettre des choses encore plus compliquées. Et à un moment donné, peut-être que ça va coincer. Et là, votre attitude, votre posture, va vous permettre de communiquer en toute franchise avec la personne. Et de vous dire, OK, là, ça va pas. Peut-être qu'on va te remettre sur des tâches un peu moins compliquées. On va te remettre dans ta zone de confort. On va peut-être travailler on va peut-être faire des workshops. On va peut-être faire des sessions de pair programming qui vont permettre d'apprendre des nouvelles choses. Et après, franchir ce palier. Mais ça, pour ça, il faut que vous soyez en confiance. Mais n'hésitez pas à travailler de manière progressive. Et c'est ça qui va vous garantir que les personnes vont pouvoir s'améliorer dans le temps. Si vous commencez vers des choses trop compliquées, trop complexes, ça pourra ne pas marcher. Alors à Boardline, on a eu différentes initiatives, locales et globales. Locales, c'est dans les équipes, globales, c'est plus au niveau du groupe. Il y a des formations, il y a des workshops, il y a des personnes qui ont fait dans des équipes, comme je disais, la première merge request, pour dire quand on arrive, voilà tout ce qu'il faut savoir faire, et c'était illustré par une merge request d'une nouvelle fonctionnalité. Moi, par exemple, je travaille sur un workshop global qui travaille sur les bases, faire des logs, gérer des erreurs, etc. en Java. Alors, il y a des difficultés, bien évidemment. Là, je ne vais pas vous mentir, le temps. Il faut trouver le temps de le faire, il faut le vendre. C'est énergivore, clairement. Il y a aussi une autre difficulté qui est la définition des besoins à couvrir. Quand vous faites une formation, qu'est-ce que je vais devoir couvrir comme besoin? Un workshop, on a envie d'en mettre trop. On a envie de couvrir beaucoup de choses. Et il vaut mieux en faire moins, mais que sur un périmètre très circonscrit et que ça permette d'avoir aux personnes de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique-là et de comprendre un peu tout le périmètre. Alors, je vais pouvoir finir cette présentation par une conclusion. Déjà, si vous devez intégrer des jeunes développeurs, des personnes expérimentées qui sont en reclassement, etc., en reconversion, pardon, préparez-le avant. Attendez pas le jour J, il faut vraiment le faire avant. Appréhendez chaque tâche de manière progressive. Le Big Bang, ça ne marche pas, ça ne m'a jamais marché en informatique et dans l'intégration des nouveaux développeurs non plus. Gardez-vous du temps. Ça, c'est sur PowerPoint, ça marche très bien. Il faut vraiment le travailler là-dessus. Il faut vraiment communiquer avec vos managers que si vous intégrez des jeunes personnes, des nouvelles personnes dans vos équipes, il vous faut du temps pour ça, si vous voulez que ça marche. Communiquez de manière régulière avec toutes les personnes. Il faut vraiment vous sentir en confiance. Et enfin, mesurez la progression. Déjà pour vous et pour la personne que vous mentorez. Et quelque chose que j'ai pas trop poussé dans cette présentation, une des choses qui va être intéressante, c'est d'impliquer les personnes. Plus la personne sera impliquée, plus elle va être motivée pour travailler, pour apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques. Et je finirai du coup par cette citation de Benjamin Franklin qui nous dit « Dites-moi et j'oublie, apprenez-moi et je peux me souvenir, impliquez-moi et j'apprends ». Écoutez, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui.
Alors, combien de temps pour un bon onboarding? Alors, ça va déjà dépendre si c'est un développeur qui a déjà un tout petit peu d'expérience. Alors, jeune développeur, je dirais moins de 2 ans déjà. Si c'est un alternant, ça va durer plusieurs mois, clairement. Un alternant, il faut vraiment compter plusieurs mois. Parce qu'on est aussi là pour la former, la personne. On n'est pas juste là pour faire du coup caché pour le client, quoi. Enfin, pour masquer des choses avec le client. Si c'est un nouveau développeur, je dirais ouais, un bon mois, on va dire. Un bon mois, un mois, deux. Après, ça dépend. Mais il faut vraiment travailler dans la progression, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est le principal. Ça laisse le temps de digérer toutes les informations. Oui. Ouais, j'ai oublié d'en parler. C'est que sur le slide où je parlais d'apprentissage par observation, d'apprentissage par imitation, alors j'ai bien fait de mettre un warning au début, le remote, c'est pas terrible. C'est clairement, c'est un frein. Alors, en toute honnêteté, moi je l'ai vu avec mon alternante, avec des alternants que j'ai eus. Ce que je faisais, c'est que la session de pair programming, je la faisais en live. C'était des jours où je la voyais vraiment, et parce qu'on voulait vraiment optimiser ce moment-là. Parce que votre agenda, il est assez précieux. Des fois, vous avez plein de choses à faire et vous consacrez 2 heures à une personne, il faut autant optimiser ça. Et à côté de ça, j'ai vu d'un point de vue personnel, ma fille est en alternance actuellement. C'est compliqué aussi. Quand on est jeune, on arrive, le maître de stage, on le voit que par Teams, et encore, on ne voit pas sa tête, on voit juste les 2 initiales. Bon, c'est un peu compliqué, quoi. Bah, je dirais, après, moi, c'est ce que j'ai pu vous constater, qu'on peut faire du remote, hein, clairement, c'est pas le problème. Mais il faut qu'il y ait un moment donné, faut se voir en présentiel, quoi. Oui. Alors, est-ce que j'ai onboardé des personnes sur des sujets que je ne maîtrisais pas? Oui, et des fois j'arrive à bluffer, mais non, oui, j'ai eu. Oui, oui, complètement. C'est sur des technos où on était, comment dire? C'était sur un projet qui s'appuyait notamment sur du Kubernetes d'OpenShift. À l'époque, je ne maîtrisais pas vraiment. On a travaillé avec des alternants, avec des jeunes développeurs, des personnes qui ne connaissaient pas. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyé sur des personnes qui connaissaient, tout simplement. Et j'ai appris en même temps qu'elles. Et j'étais franc avec, voilà, j'ai pas essayé de mentir. J'ai dit, voilà, on va apprendre tous les deux. Et bon, quand tu as un peu de bouteille, tu arrives à appréhender certaines notions plus rapidement, ce qui est normal. Et ça permet toujours aussi à la personne d'apprendre, hein. C'est de te voir comment tu apprends toi une nouvelle techno, une nouvelle notion. C'est une mine d'or, hein, pour la personne. D'autres questions? Oui. Oui, oui, complètement, complètement, complètement. J'avais pas pu voir parce que la grille était tellement grande que bon, sinon c'était trop compliqué. Mais oui, j'ai mis des choses comme ça. Parce que pourquoi? Parce que c'est donc la grille que j'ai fait, la grille Excel, c'était pour une alternante. Et il y avait certaines compétences que je peux plus te le retrouver, mais on peut dire des soft skills qu'elle devait acquérir. Et je dis voilà, elle devait sortir un petit peu de sa zone de confort et savoir apprendre, tu vois, savoir comment trouver le bon juste, c'est vrai, je me souviens, c'est le bon juste milieu entre essayer de chercher par soi-même et passer des fois une semaine alors que tu es bloqué, ou alors tu dis que tu t'aurais demandé à quelqu'un de plus expérimenté en 5 minutes et tu aurais trouvé la réponse. Et je veux dire, voilà, faut que tu te demandes de l'aide parce que faut trouver le bon moment aussi. Il faut aussi chercher parce que voilà, tu es là aussi pour travailler, tu es là pour chercher de trouver des solutions. Mais à un moment donné, quand tu vois que tu bloques et que tu sais que tu as une tierce personne qui est capable de résoudre le problème, d'un point de vue global pour l'entreprise, il vaut mieux que tu lui poses la question, quoi. Oui. Euh, je sais pas. Ouais. Après, si tu dois faire que des bug fixes, à un moment donné, il faut que ça soit sur un laps de temps déterminé parce que peut-être que ça peut être un bon moyen aussi de rentrer dans l'application aussi. Et faire que ça tout le temps, faut un peu motiver les personnes, quoi. Peut-être que ça peut être une approche de dire, OK,
On te propose une roadmap, on dit voilà, le premier mois, tu travailles sur des, ou les 2 premières semaines, je sais pas, tu travailles sur des bugs fixes. Pourquoi? Parce que tu as un objectif, c'est d'apprendre l'application. Et après, on te passe, et de donner un peu les règles du jeu. C'est-à-dire qu'après, on te passe sur des features, etc. Et donner peut-être ces visibilités-là, ça va te permettre de dire, OK, je fais des bugs fixes, mais je vais pas faire que ça de ma vie, quoi. Oui. Ah oui, complètement. 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 Après, quand tu dois apprendre des choses, quand tu dois faire apprendre des choses, bah, tu creuses un petit peu à côté, quoi. Ça t'impose quand même d'avoir une certaine rigueur. Ça t'impose aussi, tu vois, quand tu es un peu ronchon le matin, que tu n'as pas motivé, etc. Bah, tu vois que en fait, tu vas le transmettre à la personne. Si tu arrives, toi, tu n'es pas motivé, tu fais une tête de 10 km de long, pour pas dire autre chose, tu vas le transmettre. Donc après, le lendemain, tu prends sur toi, quoi. Pour que ça fonctionne, pour que la personne puisse se motiver, etc. Parce que ton objectif aussi, c'est que la personne puisse progresser, quoi. Et je veux dire, ça va marcher d'un point de vue technique et aussi d'un point de vue humain, quoi, tout simplement. Après, vous pouvez me contacter, je reste ici hein, jusque ce soir, donc n'hésitez pas. Oui. Oui. Est-ce que j'ai déjà testé du mob programming? Non. Non, désolé. Ouais, bah écoutez, n'hésitez pas à venir me voir ou dehors, on poser des questions. Merci beaucoup.